bien, rebonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir pour ce mentoring RSE. La RSE, c'est véritablement un point important pour ce salon, un mentoring que nous souhaitions, même une thématique, je dirais, que nous souhaitions mettre à l'honneur cette année. C'est pourquoi nous avons créé ce mentoring, mais nous avons choisi Rémi Pierre, à qui nous avons proposé d'incarner cette thématique. Et donc vous êtes mentor, merci beaucoup pour cette participation. Merci et donc à vos côtés, Julia Bijaoui Frischti, qui a accepté d'intervenir à ses côtés. Et on va voir comment finalement deux marques, un peu comme tout à l'heure, si vous étiez présent pour l'intervention d'Accor et de Decathlon, comment deux marques qui finalement n'ont rien à voir ensemble ont des sujets, je dirais des valeurs, des thématiques communes autour de ces enjeux de la RSE. Donc bonjour à tous les deux et merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Bonjour. Alors une question traditionnelle, je vais vous demander de vous présenter. Julia, allez. Alors moi je suis cofondatrice et co-dirigeante de Frischti. Frischti, c'est un service qui aide les citadins à mieux manger en leur proposant un supermarché nouvelle génération avec notamment des plats cuisinés fraîchement maison et toute une série de produits qui se veulent clean, accessibles, frais, en circuit court et à des prix abordables. Voilà. Merci. Et moi, je suis Rémi Pierre Laprande, donc je suis directeur RSE et de la Fondation Maison du Monde. Donc, mon rôle, c'est de coordonner la transformation de l'enseigne et de la marque de distribution de mobilier et de décoration pour la rendre plus responsable sur l'ensemble des sujets sociaux et environnementaux. On va y revenir après, puisqu'on va voir que c'est véritablement une des valeurs très importantes de ce groupe. Alors, en parlant justement de RSE, pourquoi est-ce que cette stratégie elle est importante dans vos entreprises ? D'abord, je voulais vraiment remercier Julia d'être présent à mes côtés, parce que c'est vrai, nous, je vais vous raconter un peu l'historique de l'engagement Maison du Monde, mais on regarde beaucoup ce qui se fait dans les marques qui aujourd'hui arrivent à rendre cet engagement environnemental, cette responsabilité vraiment désirable et l'inscrire dans le cœur de la marque. Nous, et du coup, Frischti nous inspire beaucoup par rapport à ça. Gentil. Nous, l'historique de Maison du Monde, il est assez représentatif des transformations que vivent les entreprises. Nous, on est une enseigne qui a 25 ans, c'est relativement jeune, mais c'est pas non plus une petite histoire. Et on est né sur un modèle de retail assez classique de développement de produits, fabrication avec des fournisseurs un peu partout dans le monde, et pour proposer d'abord à nos clients des produits beaux, sélectionnés sur le style et sur le prix. Et donc, quand on a commencé à parler de responsabilité, les enjeux étaient très techniques. Quand j'ai rejoint Maison du Monde il y a un peu plus de 5 ans, on était sur les audits sociaux des fournisseurs, la traçabilité des matières premières pour s'assurer par exemple que le bois n'est pas lié à la déforestation. Et on travaillait vraiment sur ces sujets-là qui étaient un peu de la maîtrise du risque. On a travaillé ensuite en 2018-2019, au moment où pas mal d'entreprises on était en transformation parce que le fondateur était parti, on était une entreprise cotée en bourse, donc on s'est posé la question de notre raison d'être. Et on a fait le choix, dans cette raison d'être, dans cette mission sociétale, d'y mettre la durabilité, les aspects sociaux et environnementaux vraiment au cœur, avec vraiment dire une guideline sur on veut se transformer pour être une marque beaucoup plus durable qu'on ne l'est. Et avec ça, on a structuré notre stratégie d'entreprise, notre position, notre plateforme de marque autour de ces sujets, avec une ambition qui est de devenir la marque maison la plus désirable et durable d'Europe. Donc au moins ça met un peu le niveau de l'ambition, et ça dit on veut être désirable, ça on sait à peu près faire. Sur le style on était quand même plutôt pas mauvais, et sur la durabilité, c'est plus difficile, il y a plus de transformations à faire, mais ça nous pousse à le faire. Et dans cette histoire-là, on a ensuite décidé de structurer une direction marque et RSE. Et ce qui a fait un shift assez important pour nous, parce qu'on est passé d'un côté très sourcing produit à un côté très marque, transverse, de l'engagement et la durabilité. C'est nos produits, évidemment, notre responsabilité sur les sujets dont je parlais, le sourcing des matières premières, les conditions de travail, ça reste quand même le premier sujet. Mais on a créé une nouvelle business unit, qui est la direction brand et RSE, qui est dirigée par Nathalie Rosborski, et qui a comme vision de donner la direction à l'ensemble des métiers du groupe, et dedans, cette direction, elle affiche l'objectif de désirabilité et de durabilité.
Donc c'est vraiment au cœur aujourd'hui de ce qu'on fait. Ça dicte la structuration de nos collections évidemment, mais la façon dont on communique à nos clients, notre plan d'animation commerciale et comment on va le faire transpirer dans l'ensemble de nos messages. Merci. Julia, Oui. comment ça transpire la RSE du côté de chez Nous, chez Frischti? c'est un petit peu différent comme histoire parce qu'on a été créé il y a 7 ans et avec comme au cœur de notre mission aider les gens à mieux manger. Et mieux manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus frais, en circuit plus court, donc à la fois meilleur pour sa santé, meilleur pour la planète, qui rémunère mieux les producteurs. Donc mieux manger, ça comporte toute une série de dimensions et c'est au cœur de la mission de Frischti, c'est de permettre aux gens de mieux faire cet acte qu'ils font tous les jours et de le faire de manière, mieux c'est plus responsable, plus de goût, ça englobe plein de choses finalement, le bon. On dit souvent bon pour les clients, bon pour les hommes qui sont derrière et bon pour la planète. C'est un petit et peu bon pour la santé. Et voilà, et bon pour la santé. Donc c'est au cœur de notre démarche. L'idée était de le faire en proposant un service ultra pratique, puisque je ne l'ai pas précisé avant, mais on livre en 15-20 minutes dans les villes. Et donc c'était de s'adapter à la fois au mode de vie des urbains, mais tout en leur proposant quelque chose qui leur permette de mieux consommer. Et donc depuis le début, notre mission, c'est de sourcer les bons produits, c'est de raconter les histoires des gens qui sont derrière, parce que c'est sûr que la qualité a un prix, mais les consommateurs sont prêts à payer ce prix à condition de savoir pourquoi et aussi d'humaniser le discours. Et donc voilà, ça c'est vraiment au cœur de notre mission. Donc ça n'a pas été une transformation, on est une marque engagée profondément et depuis le début. Merci. Alors aujourd'hui, on le sait, les marques, elles doivent répondre à ces enjeux de RSE, mais parfois ça a un côté un peu culpabilisateur. La notion de RSE, elle n'est pas toujours source de positif, on peut le dire. Comment est-ce qu'on peut construire un nouveau récit, justement, de l'engagement, sans que ça soit anxiogène pour les entreprises, pour les marques, mais que ça soit plutôt attrayant et positif? J'ai du mal avec ce micro, pardon. Alors effectivement, moi j'ai toujours été contre, entre guillemets, l'écologie punitive, les récits qui vont culpabiliser le consommateur. Et il faut réussir à transmettre ces messages de mieux consommer. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi. De manière hyper positive, en incentivant les gens plutôt qu'en les culpabilisant. Non, on va l'enlever et remplacer par un chef. En fait, je crois que j'ai ma boucle d'oreille, je suis désolée. Il faut juste l'écarter un petit peu. Voilà, je vais l'enlever, ce sera plus simple. Super. Merci beaucoup. Donc, de raconter des histoires. Donc, je vous donne quelques exemples. On n'a pas de tomates dans nos rayons en hiver, alors que c'est le best-seller de tous les supermarchés, même en plein mois de janvier. Donc c'est un vrai engagement, entre guillemets, c'est un sacrifice de chiffre d'affaires. Ça peut nous faire perdre des clients aussi qui trouvent pas leurs tomates et donc qui commencent pas leur panier parce qu'ils voulaient absolument des tomates. Et la manière dont on a animé cet engagement, c'est en faisant le mois sans tomates. C'était un challenge Instagram et TikTok où on encourageait les clients à faire un mois sans tomates en plein hiver. Et c'est hyper rigolo. Et on a aussi toujours beaucoup utilisé l'humour pour passer des messages parfois assez sérieux et rendre tout ça en fait assez fun. Nous, on n'est pas là pour faire la leçon à nos clients. On est là pour faciliter leur vie. Pour leur permettre tout simplement de consommer des meilleurs produits et selon leurs aspirations de manière ultra simple. Ça veut dire faire des choix, c'est-à-dire nous on dit stop aux tomates, alors que c'est un des produits préférés de mes clients, mais je le fais avec un ton positif aussi. Oui, un ton positif, humoristique et sans shamer ceux qui vont par ailleurs consommer des tomates, mais en essayant d'encourager les gens à faire ce choix. On vous a mis un petit micro à chef, donc on va switcher. Je regarde la technique et on va switcher et donc peut-être Rémi-Pierre, vous allez pouvoir nous apporter votre réponse sur cette partie, sur comment est-ce qu'on traduit ce côté positif autour de la RSE. Oui, c'est le même enjeu effectivement. Il ne faut pas qu'on culpabilise. Nous, Maisons du Monde, on apporte à nos clients des produits pour créer leur lieu de vie,
à leur image et qu'ils se fassent plaisir. On est une enseigne d'ameublement et de décoration, les gens ils viennent chez nous pour se faire plaisir, donc il faut qu'on soit là pour leur permettre de se faire plaisir tout en consommant des produits plus responsables, qui respectent les travailleurs qui les ont fabriqués, qui aient un impact environnemental le plus réduit possible, et tout en ayant un discours qui n'est pas trop surmarketé non plus, parce qu'il y a le risque de greenwashing qui est omniprésent pour une entreprise comme nous. À partir d'une certaine taille, de toute façon, dès qu'on prend la parole sur un de ces sujets-là, les gens sont très vigilants, et à juste titre. Et donc, on a, nous, essayé de structurer notre discours et on a refondu tout notre discours, toute notre façon de raconter notre engagement autour de ça, avec notre démarche qu'on a appelée Good is Beautiful et qu'on a lancée en début d'année, qui a comme vocation de dire on peut faire du beau et du bon. On ne vous demande pas de choisir. Quand vous venez chez nous, et ça commence par les produits, et on parle de l'ensemble de nos engagements avec ça, mais vous n'avez pas forcément à choisir et vous pouvez vous faire plaisir avec des produits respectueux de l'environnement, donc en venant identifier par exemple les produits qui répondent à des critères que nous on a consolidés. On n'a pas défini nous-mêmes les critères, mais on est venu s'appuyer sur des labels, des certifications pour venir aider le client à faire les choix de consommation responsable. Tout en lui permettant de se faire plaisir et à aucun moment en étant culpabilisateur, parce que c'est vraiment pas le discours qu'on doit porter dans notre vision, et nos clients n'ont pas besoin qu'on leur donne des leçons en plus. D'accord. Alors, on vient de parler de ce côté positif, mais je suis sûre que dans la salle, vous pensez surtout aussi au greenwashing. Donc, j'ai envie de vous interroger à ce sujet. Quel est votre regard et comment ne pas tomber justement dans le greenwashing ? Le greenwashing, c'est un sujet de trop de communication sur ces sujets-là et de trop d'en dire par rapport à ce qu'on fait. C'est pas un sujet d'action, c'est un sujet de mal communiquer sur ce qu'on fait. Et c'est une difficulté parce que nous, en tant que marque, pour pouvoir émerger sur ces sujets dans notre secteur, il faut parler un peu fort, forcément. Il faut que ça se voit, donc on va l'afficher dans l'ensemble de nos magasins, travailler avec nos différents partenaires pour relayer nos messages. Et forcément, les gens ont envie d'en savoir plus. Donc, certains se méfient du premier niveau de lecture parce que, pour que le message soit simple, il est souvent vert. Donc, c'est une porte d'entrée un peu facile. Oui, mais on a besoin de cette porte d'entrée-là, un peu facile pour l'ensemble du public. Et par contre, il faut tout de suite être très transparent et humble sur la façon dont on raconte nos engagements. On ne va pas attendre d'être absolument parfait pour parler de ça, parce que je ne suis pas sûr qu'une entreprise absolument parfaite existe. Et puis, nous, ça va prendre du temps, cette transformation, pour avoir que des produits certifiés, labellisés dans nos rayons. Donc, le temps de cette transition-là, on a besoin que nos clients restent avec nous. Donc on a besoin de leur expliquer, voilà où on en est. Donc l'enjeu, c'est de leur montrer le plan d'action. Donc quand on a sorti notre sélection Good is Beautiful, on a commencé en disant, regardez, c'est 20% de nos collections. Bon, 20%, ça paraît pas beaucoup, mais on a 18 000 références. Donc en fait, c'est des milliers de produits déjà qui sont certifiés. Et on travaille en disant, OK, c'était 20% l'année dernière, c'est 30% cette année, l'année prochaine, c'est 40%, l'année d'après, on ira encore plus loin. Et donc de vraiment rendre des comptes et de venir se laisser challenger par des gens de l'externe. Donc, quand on a travaillé notre démarche Good is Beautiful, on l'a fait avec des parties prenantes externes, des experts, des ONG, etc. Mais il faut être capable surtout aujourd'hui, en tant que marque, de répondre sur les réseaux sociaux aux questions qui sont posées, d'être le plus transparent possible, d'ouvrir nos portes le plus possible pour montrer un peu l'envers du décor, ouais. Soulever le capot pour montrer que tout n'est pas parfait, mais on y arrive, et être assez transparent sur nos difficultés. Et la transition, elle est toute faite. Totalement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'attendent pas que les marques soient parfaites. Ils attendent qu'elles soient en mouvement et transparentes. Je pense que quand on parle de greenwashing, ce qui est très souvent reproché, c'est le mensonge par omission. Je vais parler très fort sur ce que je fais bien, et puis en fait, je fais beaucoup de choses très mal, et je le dis pas. Et le fait d'être assez transparent, c'est ça qui est moderne, en fait. C'est ça que le consommateur attend. C'est d'avouer justement qu'on est imparfait. Chez Frischti, même si entre guillemets on est une boîte qui n'a que 7 ans, on est très imparfait à plein d'égards. Et de montrer comment on cherche à progresser. Pareil, un exemple, nous on a toute une page qui s'appelle Build the Future of Food, qui décrit tous nos engagements sur tous les points de notre chaîne. Par exemple, nous on fait que des produits ultra frais, mais il y a
2 produits qu'on utilise en congelé parce que c'est beaucoup plus facile à travailler, c'est les petits pois et les oignons parce que ça évite de les éplucher à nos cuisiniers. Bon bah voilà, c'est marqué en fait, on dit pas tout frais, on dit avec, enfin voilà, on dit 99,99 produits frais et voilà les 2 produits qu'on utilise en congelé. C'est ce genre de choses, je pense, voilà, c'est les coulisses, mais c'est surtout de la transparence, de la rigueur, de l'honnêteté intellectuelle qui fait que on parle de ce qu'on fait bien, mais on raconte aussi ce qu'on fait encore ce qu'on fait encore pas très bien, ou alors qu'on assume, mais on explique pourquoi, et voilà. Merci. Alors, embarquer les consommateurs dans cette démarche est très important, mais les collaborateurs, ça l'est encore plus. Oui, les collaborateurs, c'est nos premiers ambassadeurs, nos premiers clients souvent, mais c'est aussi les premiers à être vigilants et les premiers critiques sur les sujets. Même dans une enseigne, nous, Maison du Monde, les gens venaient pas chez nous parce qu'on était une marque engagée. Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas et dans tous nos entretiens d'embauche, on nous parle de ces sujets d'engagement. Moi, j'ai formé les RH pour être capable d'expliquer ce qu'on faisait dans notre direction pour pouvoir, dès le départ, en parler aux candidats. Donc forcément, les gens qui nous rejoignent pour ça vont être hyper vigilants et nous pardonneraient pas si la communication était pas juste. Et on a des ajustements régulièrement avec des collaborateurs qui nous disent on parle de ça, mais en fait en réalité on en est encore un peu loin. Donc ça nous permet un peu de se faire challenger en interne tout le temps. Et notre rôle, c'est de les rendre vraiment ambassadeurs de la démarche. Donc d'un côté, en leur montrant à tous les collaborateurs que peu importe le métier peu importe leur métier, qu'ils soient en magasin, à la DSI, à l'entrepôt, n'importe quel métier, ils peuvent agir et ils ont un rôle à jouer dans cette transformation. Et il n'y a pas une personne dans l'entreprise qui n'est pas concernée par ces problématiques en réalité. Et ensuite, s'ils savent qui joue un rôle et qu'ils ont une responsabilité, ça devient nos ambassadeurs auprès de nos clients. Et nous, retailers omnicanal, on a quand même 350 points de vente qui sont le point de contact avec nos clients. Et on a besoin que nos salariés en magasin soient les ambassadeurs de cette démarche. Donc on a formé un ambassadeur Goodies Beautiful dans chacun de nos magasins en Europe, qui sont à la fois acteurs par exemple, la performance énergétique de leur magasin. En ce moment, c'est quand même un gros sujet d'actualité. Et puis, ils sont capables aussi de parler de ces engagements à nos clients, de venir expliquer pourquoi tel produit est plus vertueux qu'un autre. Et donc, on les fait à la fois... ils sont acteurs de la transformation à leur niveau et ambassadeurs de cette valorisation de la marque auprès de nos clients. Très bien. Vous faites aussi appel à des ambassadeurs. Ambassadeurs externes ? Oui. Oui, on travaille. On avait travaillé au lancement de Goodies Beautiful. Dans ce que je disais un peu sur le besoin de parler fort, c'est aussi de s'appuyer sur des relais externes, et donc avec ambassadeurs, influenceurs qui vont venir raconter nos messages. Et on a travaillé justement pour voir qui sont les gens qui sont les influenceurs dans le monde de la déco aujourd'hui, qui vont être capables de venir parler de nos engagements. Donc on a ouvert nos portes, les coulisses de notre création à un groupe d'influenceuses qui ont été... Le choix en termes de RSE ne doit pas être simple. Oui, le choix n'est pas simple, parce que soit on prend, et c'était vraiment en toute transparence un débat important en interne sur est-ce qu'on doit travailler avec des influenceurs hyper engagés sur les sujets de RSE, mais qui du coup parlent à une communauté qui n'est pas mass market, en tout cas qui ne parle pas à l'ensemble de nos clients, ou est-ce qu'on élargit, et donc on doit avoir un discours qui parfois, c'est une influenceuse qui ne parle pas que d'engagement environnemental. Et donc on a eu besoin de travailler ce mix-là pour que le message soit porté aussi bien par des gens plus experts qui vont venir nous gratter un petit peu, qui vont venir vraiment nous challenger, et puis des influenceuses ou des influenceurs plus grand public qui vont pouvoir faire écho de cette transformation. Mais toujours, et là encore, il faut être hyper humble parce que ça peut vite déborder dans le message un peu trop simplifié. Eh bien, merci. Est-ce que vous avez une question dans la salle à poser? Pardon, mais pour rebondir là-dessus, je pense que c'est très important, enfin en tout cas nous, de pas forcément travailler avec des influenceurs ou des porte-paroles qui parlent d'écologie, parce que pareil, nous on crée nos propres produits, on a envoyé des influenceurs hyper grand public dans l'usine où on fabrique les yaourts, traire la vache, fabriquer les yaourts, etc., avec tout le récit qui va avec sur les réseaux sociaux.
En fait, c'est ça qui... Enfin, déjà, ils produisent du contenu qui est très fun, divertissant, mais ça permet de sensibiliser à un vrai sujet qui est, en fait, ces yaourts sont faits avec du lait qui est collecté localement. Et en fait, c'est là où on va toucher le plus de gens, et c'est là où on va pouvoir passer des messages de bien manger, c'est important, comment est fait un yaourt, question qu'on ne se pose pas forcément tous les matins. Donc, justement, je pense que c'est ça qui est moderne, c'est de ramener des gens qui n'y connaissent rien pour tout simplement l'expliquer avec leurs mots, et un contenu qui est très divertissant, plutôt que, et tous les gens qui parlent d'écologie ne sont pas chiants, mais en tout cas, voilà, faire parler des gens qui parlent à une communauté qui est déjà très intéressée, mais en fait assez experte. Là, le but, c'est de vulgariser ces sujets et qu'ils deviennent partie prenante de notre quotidien. Ouais, tout à l'heure, dans la conférence d'avant, il y avait un sujet autour de la démocratisation, c'était sur le sport. Voilà, mais c'est la même chose. On a besoin que nos sujets parlent au grand public et qu'on passe de ce sujet très technique. Alors, on puisse se l'approprier aussi. Voilà, exactement. Les défis sont énormes, donc tout le monde peut avoir un peu peur. Mais il faut qu'on arrive à démocratiser pour embarquer le plus largement possible. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une question du public ? Une question juste devant. Est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, Jessica Djivikian, je suis directrice CRM chez ZDI Voltaire. C'est un enjeu qui est important, la RSE, et encore plus au CRM aujourd'hui. Pas seulement en termes de communication, mais aussi comment est-ce qu'on engage le client encore plus. Pour vous, c'est quoi l'avenir de la RSE dans le cadre du programme de fidélité client ? Qu'est-ce que vous voyez arriver qui permettrait aux clients de se sentir encore plus engagés avec la marque ? Nous, c'est des travaux, je vais commencer, mais c'est des travaux qui sont en cours sur comment on fait vivre cette expérience de marque à nos clients les plus fidèles et comment on leur fait justement découvrir les coulisses, comment on leur produit du contenu supplémentaire autour de ces engagements. Donc, on n'a encore rien lancé d'officiel, mais on se dit des ateliers do-it-yourself sur apprendre à customiser un produit, à lui donner une seconde vie, à changer de déco sans tout racheter. Là, c'est des choses qu'on aura du mal à faire vivre vraiment à l'ensemble de nos clients. Par contre, nos clients les plus fidèles, on peut les récompenser comme ça. Donc ça va vraiment être au cœur de ce qu'on doit pouvoir proposer dans l'expérience de la marque. Pour moi, ça passe avant tout par les produits et on a notre propre marque, comme je l'expliquais. C'est une marque qui est direct producteur, qui est totalement transparente. En fait, nos clients les plus fidèles, ils viennent avant tout pour retrouver les produits de cette marque parce qu'ils savent comment c'est fait, ils adorent le goût. Donc voilà, c'est tellement niché au cœur de l'offre qu'on ne va pas forcément travailler un surprogramme de fidélité autour de ça. Je pense que la base, c'est qu'ils sont fidèles et qu'ils viennent chez nous parce qu'ils ne peuvent pas trouver ces produits-là ailleurs et que ces produits sont engagés et répondent à leurs critères, on va dire. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On vous applaudit bien fort. Merci pour vos témoignages et ce très beau duo. Merci.